Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler du cinéma et plus précisément des dernières news à être tombées dans ce domaine. Et préparez-vous parce que cette semaine on a un programme plutôt chargé et assez excitant tant il est tombé d'infos plutôt velues, plutôt croustillantes. On commence avec la bande-annonce de Venom Let Be There Carnage, Venom 2 donc, qui est tombée quelques heures avant que nous n'enregistrions cette vidéo. Alors que dire sur cette bande-annonce donc du film qui est attendu pour le 20 octobre en France ? Comme l'ont remarqué pas mal de spectateurs, pas mal de lecteurs d'écran large sur le site, elle est quand même franchement abominable, quoi. Tom Hardy a l'air d'un espèce de lémurien sous Tranxène, la photo a l'air très moche, les effets spéciaux sont passablement abominables, l'humour fait quand même très peur pour une adaptation de Venom, à savoir d'une partie d'intrigue des comics Marvel qui sont quand même censés mettre en scène un énorme méchant qui là est devenu un petit monstre qui fait des blagues, ketchup. Donc voilà, la bande-annonce c'est quand même plutôt une épreuve, là, comme je le disais, l'image est assez cradingue, les effets ont pas l'air top. Néanmoins, on aurait tort d'en rester là, et on peut dire, en l'état, que non seulement c'est probablement un mouvement stratégique de la part de Sony qui est très malin et qui est parfaitement logique, mais aussi qu'il y a encore des raisons de rester, pour ceux qui auraient été déçus par le précédent épisode, qu'il y a quand même des raisons de surveiller un petit peu cette suite. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Premièrement, le premier Venom a été un énorme succès au box-office, énorme, bien supérieur à ce que Sony pouvait attendre. Il a été, semble-t-il, si on en croit les réseaux sociaux, mais aussi nous, j'ai envie de vous dire, les commentaires qu'on voit, nous, de notre côté sur écran large, il a été très apprécié, semble-t-il, par de nombreux spectateurs. Donc, Sony a bien raison de, comme nous le montre cette bande-annonce, de nous proposer un long métrage dont l'image semble exactement la même, dont le ton, c'est-à-dire le ton qui est grosso modo une comédie pour enfants, semble encore une fois reconduit. On peut absolument pas leur reprocher de rester dans la veine qui a provoqué un énorme succès. C'est ni plus ni moins que de la logique industrielle hollywoodienne. Alors, que ça nous plaise ou non, néanmoins, il faut bien admettre que tout ça est très cohérent. Ensuite, n'oublions pas quand même que le film est réalisé par Andy Serkis. Andy Serkis, c'est à la base un comédien qui est devenu un comédien célèbre pour ses travaux du côté de la motion capture, notamment parce qu'il a été le Gollum de Peter Jackson, il a été son King Kong, mais il a aussi été César dans la trilogie de reboot de la planète des singes ces dernières années, et puis il a réalisé notamment le Mowgli qui a terminé sur Netflix. Bref, c'est quelqu'un qui connaît aussi bien comme comédien que comme technicien que comme metteur en scène les particularités, on va dire, de tournage qui impliquent de gros effets spéciaux, des personnages virtuels, et donc on peut quand même se demander s'il va pas être capable de nous surprendre un peu. Et pour ça, par exemple, c'est tout bête, mais moi je pense à cette scène, alors même si l'humour m'agace, mais qu'on voit au début de la bande-annonce, avec ce pauvre Tom Hardy qui essaie de se faire son petit déjeuner, pendant que le gigantesque Ténia qu'il a dans le fondement fait n'importe quoi avec les ustensiles autour. Mine de rien, c'est une séquence dans laquelle on a un peu plus d'interaction avec des objets réels, avec du décor, qui n'est pas tout simplement, qui ne repose pas uniquement sur le virtuel, et on peut peut-être espérer qu'Andy Serkis va infuser, on va dire, des jeux, de la dramaturgie un peu plus complexes que ce qu'on a tendance à voir dans le blockbuster super-héroïque habituel, gavé d'effets numériques. Et puis n'oublions pas qu'on doit la photographie du film à un certain monsieur Richardson, qui est un immense directeur de la photo américain, qui a notamment, ces dernières années, fait l'image du dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui était, que le film vous ait plu ou non, en strict termes d'image et de photographie, un accomplissement superbe. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et puis enfin, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je suis toujours très sceptique sur comment savoir si les gens ont aimé un film. Je veux dire, pas si des gens ont aimé un film, mais si, on va dire, une grande proportion du public a été séduit. Parce que, bien sûr, on voit tous les opinions que les gens peuvent poster sur les réseaux sociaux, les opinions que les gens peuvent poster sur des sites comme Allociné, comme Cinétrafic, comme Sens Critique. Bref, ce sont des choses qu'on perçoit, mais il est pratiquement impossible de déterminer si ces opinions, quand bien même elles sont très visibles, qu'elles soient positives ou négatives, si elles sont représentatives. Et du coup, puisque Sony manifestement veut rejouer la même équation que le film précédent, eh bien on va pouvoir un petit peu juger dans quelle mesure le public qui est sorti de Venom en avait été satisfait. Parce que bien sûr, on entend toujours, vous savez, on entend les gens qui adorent ou qui détestent. Mais il est très dur de se rendre compte, voilà, de ce qu'il représente. En tout cas, de s'en rendre compte, j'ai envie de dire, de manière un peu fine. Et mine de rien, si Venom 2 suit ce trajet-là, on va peut-être pouvoir un peu évaluer à quel point il avait ou non satisfait les spectateurs. Donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Ensuite, je voulais vous dire un mot de Army of the Dead, de ce bon vieux Zack Snyder, qui est attendu pour la fin du mois sur Netflix. Les premiers avis sont tombés. Premiers avis anglo-saxons essentiellement, qui sont donc tombés
sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors, si vous voulez le détail de ces avis, c'est très simple, il faut aller sur Écran Large, parce que moi je vais pas m'embêter à tous vous les donner, alors qu'on a fait un joli petit papier qui les recense. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire de ces premières critiques? Eh bien, pour ce qui est du positif concernant le film, ce qui revient le plus souvent, on a mentionné a priori une très très belle scène d'intro, une très belle ouverture, ce qui forcément nous rappelle tous que la première séquence, les 10-15 premières minutes de son premier long métrage, qui était déjà un film de zombies, L'Armée des Morts, en français bien sûr le remake de Zombie de Romero, eh bien avait une ouverture complètement dingue. Donc, moi ça me fait tilt tout de suite quand j'entends des gens dire « Oh là là, l'ouverture de Army of the Dead est très réussie », je vais dire « Ah oui, bon, tant mieux ». On a aussi également pas mal de gens qui mettent en avant le fait que le casting est très bon, que les comédiens ont tous des moments pour briller, qu'il y a une belle alchimie. Ça aussi, c'est plutôt excitant. Et puis voilà, pas mal de monde dit que c'est très spectaculaire, très enlevé, que c'est du pur Zack Snyder, ce qui, moi, m'excite assez, parce que, dans le fond, c'est ça que j'attends, c'est la possibilité pour lui, après des années à bosser du côté de chez DC, et on sait dans quelles conséquences, on sait que ça s'est terminé avec une tragédie personnelle, et puis la tentative avec Justice League, avec le Snyder Cut, d'essayer un peu de clore tout ça, moi j'espère que le film Army of the Dead pourra être une catharsis, une reprise en main de sa carrière, et puis voilà, une façon un peu de mettre tout ça en fait en scène, en image, en allégorie, et de nous offrir voilà un gros retour de Snyder, vraiment j'espère ça. En revanche, dans les points plus négatifs que soulignent ces critiques, ces premiers avis, il y en a beaucoup qui soulignent le fait que le film est beaucoup trop long, ce qui me fait quand même marrer, parce que je me dis punaise, si même avec juste un film de zombies et un truc pour se marrer, il est obligé de nous faire un film de 2h28 qui est trop long, décidément Zakou, il va falloir trouver un scénariste, il y en a besoin, mais bon, on verra bien. Et puis aussi, voilà, 2-3 personnes qui soulignent le fait que le film est peut-être un peu moins original qu'attendu. Écoutez, on va bien voir ce qu'il en est, nous on est très très impatients de le découvrir, a priori on devrait le voir très bientôt, et on espère du coup également très bientôt pouvoir vous en causer plus en détail. Moi, un dernier détail qui m'excite aussi très fort sur le film, si vous avez regardé les affiches de personnages qui ont été publiées par Netflix ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez peut-être vu l'affiche qui représente le roi des zombies. Alors, bien sûr, beaucoup de gens ont noté, à raison, combien ça évoque John Carpenter et Ghost of Mars. Moi, je dirais aussi que l'image, pour certains petits détails sur lesquels on reviendra prochainement, n'est pas sans évoquer Crust, un comics de Garth Ennis, qui est, on va dire, une des réflexions autour de la figure du zombie les plus intéressantes qu'il y a eu ces dernières années, et les plus extrêmes aussi. J'espère donc qu'on va avoir un petit peu de ça, voir que Snyder s'en sera inspiré pour nous proposer une vision un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Bref, plein de raisons d'être excité par l'arrivée prochaine de ce film, qui nous, quand même, est bien parti pour nous faire zizir. Et puis, la grosse news de ces dernières heures, c'est l'espèce d'énorme tornade de merde qui est en train de tomber sur les Golden Globes. Alors, petit rappel, les Golden Globes, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important dans la planète hollywoodienne? Les Golden Globes, donc c'est la cérémonie de récompense éponyme, diffusée par NBC depuis des années, qui tout simplement ouvre ce qu'on appelle la cérémonie des récompenses aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle a de l'importance, parce que c'est la première à donner le là. Alors, les Golden Globes, en fait, c'est l'émanation de la Hollywood Foreign Press Association, en gros l'association de la presse étrangère à Hollywood, qui existe depuis 1943. Elle est l'objet de très très vives critiques depuis très longtemps, depuis des décennies, parce qu'elle est réputée être extrêmement opaque, avoir un fonctionnement très fermé et faciliter ou favoriser, on va dire, une espèce de lobbying intense qui arrivait à un point de fusion, d'incandescence terrible à l'époque d'Harvey Weinstein, et donc en fait, en creux, de favoriser un système de corruption. Tout comme, également, ces dernières années, elle a été pointée du doigt très vertement pour sa totale insensibilité aux questions de représentation, de diversité, aussi bien au sein de ses membres qu'au sein des films et des artistes qu'elle prime. Et il faut savoir donc que la colère couve, en tout cas les critiques deviennent de plus en plus fortes depuis de longs mois, et notamment en février dernier, il y avait eu une longue enquête du Los Angeles Times qui était assez implacable sur les problématiques que je viens de vous citer. Évidemment, depuis, la Hollywood Foreign... Les Golden Globes avaient annoncé qu'ils allaient mettre en place des réformes structurelles importantes. Tout le monde était curieux de voir ce que ça allait donner, parce qu'il faut quand même bien savoir que... Enfin, moi, je sais que depuis que je bosse comme journaliste ciné, je veux dire, on a toujours été sidérés par leur sélection, par leur nommée, par leur prix. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de fête de la saucisse hollywoodienne qui n'a aucun sens. Bref. Et puis donc, ils ont annoncé ces derniers jours, voilà, quelle était la nature des réformes qu'ils allaient mettre en place, et pour la plupart des acteurs de l'industrie, elles ont été pointées du doigt comme étant très cosmétiques, très superficielles, et en plus n'étant même pas certaines d'advenir, puisqu'elles ne seront pas votées par le comité de l'association avant le juillet prochain, et qu'elles devraient éventuellement être mises en place au cours des 18 prochains mois. Donc en gros, on leur a dit, les gars, vous nous prenez vraiment pour des jambons, à tel point, et c'est là qu'on peut parler, on va dire, de tornade excrémentaire qui leur tombe dessus,
Eh bien que la chaîne NBC, leur diffuseur historique, vient d'annoncer qu'il ne diffuserait pas l'édition 2022. C'est un énorme choc, alors que, on l'a dit, hein, les Oscars ont connu des audiences assez catastrophiques cette année, et que donc globalement, les cérémonies de récompense sont en perte de vitesse, qu'un gros diffuseur américain dise « bah nous en fait ça nous intéresse pas de diffuser ces gens-là », c'est très important. Dans la foulée, Tom Cruise a annoncé avoir renvoyé ses 3 statuettes, les 3 Golden Globes qu'il avait gagnés au cours de sa carrière. Scarlett Johansson a émis un communiqué de presse qu'elle a adressé au Hollywood Reporter, dans lequel elle dit qu'elle, de toute façon, elle encourage l'industrie à prendre ses distances avec l'association, parce que elle, ça fait des années qu'elle ne bosse plus avec eux, tout simplement parce qu'elle estime que lors de leur conférences de presse et autres événements, on va dire médiatiques, elle a été mise en face de comportements sexistes, pas très loin du harcèlement sexuel, et que donc elle ne souhaite pas travailler avec eux. Dans la foulée, Mark Ruffalo y est également allé de son tweet peu amène à l'égard des Golden Globes, et sans doute, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, un paquet d'autres auront également réagi. Mais il y a plus important encore que des artistes, des comédiennes, des comédiens qui prendraient position, parce que tout simplement, on va dire, ça c'est encore de la communication, mais tout simplement, il se trouve que Tina Chen, qui dirige l'association Time's Up, association hollywoodienne qui veut faire activement la promotion de la diversité et donc de la visibilité des minorités, enfin en gros d'autres choses que les mâles blancs au sein d'Hollywood, eh bien Tina Chen a annoncé que elle pouvait se permettre de dire qu'aujourd'hui, Warner, Amazon, Netflix, au minimum, étaient prêts à ne plus bosser, ou en tout cas à prendre de grandes distances avec les Golden Globes. Ça, pour le coup, ça a un coût énorme. Ça représente vraiment quelque chose d'important, parce que, effectivement, si même les studios commencent à dire, et les gros studios commencent à dire, mais nous, on veut plus jouer le jeu, ou en tout cas pas avec ces règles-là, et on veut pas investir des trucs délirants pour être sûr d'avoir des films nommés, et en plus, pour ne même pas être sûr, ça peut vouloir dire, effectivement, que les Golden Globes, soit vont être obligés de changer radicalement, soit, tout simplement, vont peut-être être amenés à disparaître. Et c'est important, parce que, quoi qu'on en pense, et quand bien même on est conscient, nous, à écran large, que c'est quand même, je veux dire, une grosse kermesse au champagne et un espèce de festival d'otaries bourré au vermouth, il n'empêche que la chute éventuelle ou la transformation en profondeur d'une institution de cette importance, ça n'est pas anodin du tout. Donc voilà, pareil, comme d'hab, on va suivre un peu le dossier, on va vous dire ce qu'on en voit, ce qu'on en comprend, et on aura grand plaisir à continuer d'en causer avec vous. Ensuite, juste avant de passer à la petite reco habituelle des Breaking News, je voulais juste vous rappeler que si vous voulez soutenir Écran Large, déjà, premièrement, allez sur le site, allez vous balader, parce que là, tous les éléments dont on vous parle ici, on les traite plus en détail sur le site. Et puis surtout, n'hésitez pas à devenir membre premium d'Écran Large. Pour une modique somme d'argent et de petits sous-sous, vous nous aiderez et vous ferez en sorte qu'on soit en mesure de vous proposer toujours plus de papier plus profond, des vidéos plus travaillées. Bref, tout simplement, plus on a de sous, plus on a vos sous, plus on est capable de travailler en toute liberté, de faire du meilleur boulot et d'être plus nombreux à le faire et à le faire mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner des sous, surtout, j'allais dire vos sous, non, en même temps, volez-les, moi je m'en fiche. Ensuite, la petite reco de la semaine. Tout simplement, le 12 mai 2021, sur Netflix, va sortir, ou est sorti, selon quand vous regardez cette vidéo, Oxygène d'Alexandre Aja. Alors, si vous voulez une critique détaillée, il faut aller sur le site d'Écran Large, parce que dans quelques heures, elle sera publiée. Et puis, tout simplement, on va aussi vous faire une critique vidéo qui va bien, parce que quel que soit le format que vous préférez, nous nous adaptons à vos desiderata, chers lecteurs d'Écran Large et spectateurs de cette chaîne YouTube. Bref, Oxygène d'Alexandre Aja. Écoutez, on craignait un peu le film concept, parce que vous savez, si vous avez vu la bande-annonce, c'est cette histoire dans laquelle une jeune femme, jouée par Mélanie Laurent, se réveille dans un caisson à oxygène, un caisson de cryogénisation. Elle ne se rappelle plus de qui elle est, pourquoi elle est là. Le seul truc, c'est qu'elle a plus beaucoup d'oxygène et que le caisson ne veut pas s'ouvrir. C'est ce qu'on appelle un high concept, un film concept. C'est un de ces scénarios qui était arrivé sur ce que les Américains appellent la blacklist. En gros, ce sont les scénars qui ont été très valorisés, qui sont considérés comme très bons, mais qui n'ont pas encore trouvé de producteur. Il était arrivé sur la blacklist en 2016, et c'est en 2020 qu'Alexandre Aja a fait savoir que, hop là, il était parti pour le produire. Finalement, c'est lui qui le réalise, et c'est une très bonne surprise. C'est pas du tout un film qui se fait bouffer par son concept, c'est un film qui est malin, qui est divertissant, qui est bourré de bonnes idées, et dans lequel, tout simplement, ce bon vieil Alexandre Aja nous rappelle qu'il n'est jamais aussi efficace que quand on lui donne un concept qui doit essayer de travailler, de tordre dans tous les sens. Le film est inventif, le film est très plaisant, il a un sens du tempo, un sens du rythme qui est plutôt très bien vu. Alors bien sûr, comme c'est un film à concept, si j'ose dire, c'est un espèce de fusil à un coup, quoi. Vous n'aurez pas forcément envie de le voir 15 fois après l'avoir découvert. Néanmoins, moi j'ai passé un excellent moment, je pense qu'on est au moins 2 à la rédac à l'avoir vraiment pas mal apprécié. C'est un très joli divertissement, beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, et ce qui est toujours agréable, ça fera un peu grincer des dents les détracteurs de Mélanie Laurent, parce que dedans elle est, comme souvent,
excellente, elle joue très très bien, et Dieu sait que c'est pas évident de tenir un rôle où on est tout simplement seul à l'écran, enfermé dans un foutu caisson. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le film, évidemment, il faut aller sur écran large. D'ici là, on espère que vous allez bien, que vous vous préparez à la réouverture des salles comme nous, que vous êtes impatients de retrouver les films sur les plateformes, au cinéma, en DVD, partout. Vous nous manquez, on vous embrasse. Abonnez-vous à cette chaîne, tapez sur la cloche, likez, commentez, dites-nous des choses merveilleuses, des choses méchantes. N'hésitez pas à insulter ma mère parce que moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre. Ciao.